Inscrit dans le cycle des aventures de Blake et Mortimer entre SOS Météore et l'affaire du collier, Le piège diabolique, paru en 1960 et 1961 dans l'hebdomadaire Tintin, sort 10 ans plus tard en album chez Dargaud. Au centre de la couverture irradie, soleil noir entouré de cercles concentriques, le chronoscaphe, une machine à voyager dans le temps que son inventeur, le professeur Miloš Djordjević de SOS Météore, a soigneusement déréglé pour assurer sa vengeance posthume. Piège infiniment diabolique donc. Des deux héros de la saga jacobsienne, c'est Mortimer cependant qui va se trouver seul impliqué dans un voyage chaotique qui l'emporte en désordre parmi les monstres de la préhistoire, puis au milieu d'une jacquerie du Moyen-Âge jusqu'à un futur déshumanisé dont on aperçoit en remontant le regard vers la gauche le paysage déchiqueté, lunaire. Bref, considéré dans son ensemble, la couverture de l'album se place sous le signe de la violence et, plus encore peut-être, de la confusion. Bonne raison d'aller y regarder de plus près. Les premières vignettes surprennent. Précédées d'un assez long commentaire, comme souvent chez Jacobs, elles n'introduisent pas une action, elles mettent en place un questionnement. Deux points de vue s'opposent, en effet, incarnés par deux porte-paroles, un intellectuel aux fines lunettes d'un côté, de l'autre un self-made man à la mâchoire carrée. Le défenseur nostalgique d'un passé qui a fait ses preuves fait face à un utopiste sans nuance qui n'a que mépris pour un passé ignorant et barbare. Nous sommes ici, moins dans l'espace du récit que dans l'ordre du discours. Le problème posé est même reformulé par Blake qui l'accompagne d'une ébauche de réponse. Qui sait si le bon temps dont vous rêvez, gentlemen ? À cette introduction fait écho une conclusion formulée en des termes presque identiques. Et qui sait si un jour, en l'évoquant, etc. Conclusion qui referme le cercle rhétorique dans lequel s'enchâsse le récit proprement dit. On ne s'étonnera pas non plus que les lieux destinés à introduire ou à conclure ce discours soient des lieux anonymes, l'hôtel, l'hôpital, lieux de passage dans lesquels les rôles se distribuent symétriquement. À la visite que Mortimer rend à Blake planche 1 à l'hôtel Louvois, répond la visite que Blake rend à Mortimer en dernière page sur son lit d'hôpital. Le cercle se referme. Il ne se referme plus tout à fait, en revanche, si l'on suit Mortimer dans son cheminement hasardeux. Muni des instructions de Miloš, le voici en route vers la Roche-Guyon, petit bourg du Vexin français, où l'attend le chronoscaphe caché au plus profond d'une antique demeure, la bove de la demoiselle. Guidé par les indications d'un facteur sourcilleux, il parvient à la bove, y découvre l'étonnante invention de Miloš et se retrouve du même coup le jouet d'une machine déréglée qui le projette dans la préhistoire, le renvoie brutalement au XIVe siècle, puis le propulse 31 siècles exactement plus tard dans un futur oppressant, avant un dramatique retour au présent. Piégé par Miloš, en effet, le chronoscaphe disparaît dans une explosion dont Mortimer sortira vivant par miracle. Reste que ce voyage dans le temps a pris comme il se doit un certain temps. Le cercle, ici, devient ellipse. On peut même mesurer avec précision le temps qu'a duré le voyage. Une discussion dans un café de la Roche-Guyon, où l'on évoque les travaux effectués depuis 2 mois à la demande de Blake, coïncide avec l'explosion provoquée par le retour de Mortimer. Mortimer, de son côté, à la fin de son rendez-vous à l'hôtel Louvois, a décidé de partir pour la Roche-Guyon le jour même, sans attendre le retour du capitaine qui doit s'absenter de Paris pour 3 jours. Ces 3 jours s'ajoutent donc aux 2 mois de prétendues fouilles archéologiques. Les caprices du chronoscaphe déréglé, à dire vrai, sont sans limite. Ils imposent au héros un détour imprévu qui, paradoxalement, l'aide à retrouver le chemin du présent. Ce détour par le passé proche va permettre en quelque manière de prendre Miloš à son propre piège. Mais le périple de Mortimer dans ces conditions n'emprunte plus la forme d'un cercle ni d'une ellipse, mais bien d'une spirale. C'est l'ancrage dans le réel qui confère au fantastique jacobsien sa crédibilité. On le voit ici, avec l'enveloppe bleue au premier plan qui contient les instructions de Miloš, accompagnée d'une clé de sûreté de marque Yale. On le voit encore dans la comparaison des 2 missives, le courrier adressé par Miloš à Mortimer, traité plein cadre dans la vignette, et la page d'instructions qui y était jointe, montrée de biais cette fois,
et marqué de pliures. Le guide vert d'Île-de-France, légèrement corné par des mains impatientes, participe du même procédé, tout comme ce contenu. La page consacrée à la Roche-Guyon obéit aux règles de présentation du guide Michelin, avec notamment ses intertitres, comme ici « Un peu d'histoire ». Suivons à présent Mortimer au volant de sa Triomphe. Empruntons avec lui, peu après Véteuil, la route des Crêtes, effectivement répertoriée comme départementale 100. La vallée de la Seine se déploie bientôt sous nos yeux, surplombée à mi-pente par un donjon médiéval. Les indications du facteur nous conduisent par une route pittoresque bordée d'habitations creusées dans la roche crayeuse jusqu'à un château dont on aperçoit l'entrée d'honneur au bord d'une place ornée d'une fontaine Louis XV, place qu'il va falloir contourner pour arriver à l'église avant de tomber en arrêt devant une façade ancienne qui ne devient la bove de la demoiselle qu'à partir du moment où Jacobs choisit d'y inclure une statue de la Vierge. Au pittoresque des premières planches répond en fin d'album, lors du retour tonitruant de Mortimer, un pareil effet de réel, emprunté à un vieux quartier de la Roche-Guyon aujourd'hui disparu. Faut-il regretter cette disparition? L'effet de réel, cher à Jacobs, en fait, a moins de rapport avec le vrai qu'avec le vraisemblable. Sa fonction est d'assurer une cohérence plastique et narrative entre des épisodes disparates, et disparates déjà par leur volume. 4 planches pour la préhistoire, 12 planches pour le Moyen-Âge, 33 planches pour l'épisode du futur. Le donjon de la Roche-Guyon, par exemple, qu'on a découvert de la séquence d'ouverture, continue d'imposer sa présence en filigrane dans ce panoramique extrait de l'épisode du futur. Le faux emprunt au guide Michelin avec son allusion à une naïve légende met en œuvre pareil procédé. L'intervention de Mortimer sous les espèces d'un diable à la barbe de feu était prévue de toute éternité. Les Jacques et leur chef, qui assistent impuissants au départ du chronoscope, ne s'y trompent pas, non plus que les révoltés de l'an 5060 éperdus de ferveur face à un libérateur attendu dans les siècles des siècles. Quand viendra l'homme roux, tombera le joug. Élargi à l'ensemble de la saga de Blake et Mortimer, ces jeux référentiels se prêtent à toutes sortes de variations. Une vignette au bas de la première planche, puis une autre en haut de la planche suivante, s'inspire du système de la note en bas de page pour renvoyer le lecteur à l'album précédent, SOS Météore, album dans lequel Miloche, météorologue satanique, s'employait à dérégler les équilibres climatiques. Mais c'est une fiche consacrée au professeur Mortimer, découverte dans d'anciennes archives par l'un des révoltés du futur, qui y mérite examen. Mortimer y est présenté comme le possible expérimentateur d'une machine à voyager dans le temps. Nous reconnaissons là notre pièce diabolique. Il est réputé avoir exploré dans des circonstances assez obscures la pyramide de Khéops. C'est le mystère de la Grande Pyramide. Il aurait retrouvé l'antique Atlantide, même jeu pour l'énigme de l'Atlantide. Mais faut-il lui imputer, en revanche, comme le voudrait l'affiche, l'invention du télécéphaloscope? Cet appareil capable de commander le psychisme à distance est certes au centre de la marque jaune, mais Mortimer n'en est aucunement responsable. Bien au contraire, on le voit ici, victime de l'invention du sinistre docteur Septimus. Étrange bévue. Comment l'auteur peut-il jouer ce mauvais tour à son personnage préféré? Mais qui est donc ce Mortimer que nous pensions connaître? Et qui est donc son auteur? Est-ce ce gentleman pensif et retenu dont le portrait figure au dos des albums d'Argot? Ou bien le Jacobs de 1946, double nocturne du capitaine Blake, que nous présentent aujourd'hui les éditions Blake et Mortimer?